Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 4 août marquée par le dernier hommage de la Belgique aux 18 victimes de la catastrophe du gazoduc. Beaucoup d'émotions aujourd'hui dans la ville d'Ath. Ils étaient des milliers à assister aux funérailles nationales. À 9 jours des JO, le comité international olympique au cœur d'un scandale de corruption. Une enquête de la BBC affirme qu'il est possible d'acheter les voix de dizaines de membres du CIO pour décrocher l'organisation des Jeux de 2012. C'est une première en France. Le parquet de Lille ouvre une enquête sur les dangers de la consommation d'alcool durant la grossesse. Au printemps dernier, une association avait déposé un recours pour défaut d'information sur les bouteilles d'alcool. En football, Zidane hésite encore à quitter les Bleus. Il s'accorde un nouveau temps de réflexion après son déjeuner aujourd'hui à Madrid avec Raymond Domenech. Et puis, on a appris il y a une heure la mort d'Henri Cartier-Bresson, l'un des grands maîtres de la photographie, est décédé chez lui dans le Vaucluse. Nous reviendrons sur son œuvre immense. Aujourd'hui, toute la Belgique était unie dans un même hommage aux 18 morts de la catastrophe du gazoduc. Les funérailles nationales se sont déroulées dans la ville d'Ath qui a payé le plus lourd tribut. Des milliers de personnes ont assisté à la cérémonie. Beaucoup d'émotions. Frédéric Vion, Patrice Hacher. L'église d'Ath était bien sûr bien trop petite pour contenir une foule aussi grande. Ce matin, pour rendre hommage aux disparus, plusieurs milliers de personnes étaient venues de toute la Belgique et parmi elles, le prince héritier Philippe, représentant le roi, son père, ainsi que le Premier ministre, M. Guy Verhofstadt. Dans l'église, auprès des cercueils recouverts désormais du drapeau belge et de celui de la ville d'Ath, les collègues des pompiers disparus. Ils travaillaient avec eux il y a 8 jours encore. Ce ne sont pas des surhommes. Ils connaissent les risques qu'ils sont appelés à combattre. Ils savent que le danger guette souvent, que la mort rôde parfois. Peu auparavant, à la caserne des pompiers d'Ath, plusieurs dizaines de délégations de pompiers belges et étrangers étaient là, pour témoigner de leur soutien aux familles et aussi aux survivants de la catastrophe, souvent gravement blessés. Mon mari est pompier aussi à Belleuil et j'étais moi-même pendant 10 ans pompier, alors je vais rendre hommage à des anciens collègues. En l'an 2000, nous avons eu aux Pays-Bas une catastrophe du même genre, où nous avons perdu plusieurs hommes. C'est pour ça que nous avons tenu à être là aujourd'hui. Au cimetière de la ville, ce sont les véhicules des pompiers qui portaient les couronnes de fleurs. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres à peine sur les lieux de la catastrophe, les travaux de réfection du gazoduc ont déjà commencé. Et de l'autre côté de la frontière en France, les drapeaux étaient en berne durant toute la journée sur les édifices publics dans le Nord-Pas-de-Calais, comme ici à Arras. Je vous rappelle que 3 Français ont trouvé la mort dans cette tragédie. Le reportage de la BBC ne sera diffusé que ce soir, mais déjà il fait l'effet d'une bombe dans le milieu olympique. L'enquête des journalistes britanniques montre qu'il est possible d'acheter les voix de membres du CIO pour décrocher l'organisation des JO 2012. Claude Sampère. Panorama est la plus grande émission d'enquête de la BBC. Son dernier numéro sur les Jeux Olympiques est implacable. 1 an de travail dans l'ombre pour une démonstration sans faille. Il y a plus d'1 an, les journalistes de la BBC créent une société fantôme, New London Venture. Son but, tout faire pour que les Jeux Olympiques de 2012 aient lieu à Londres. Les journalistes se font passer pour des hommes d'affaires britanniques, prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour obtenir les Jeux Olympiques de 2012. Pendant des mois, ils parcourent le monde et rencontrent en toute discrétion des agents olympiques véreux. Des rendez-vous filmés en caméra cachée. Cet agent, par exemple, affirme être capable d'acheter le vote d'une vingtaine de membres du CIO. Une voix contre 200 000 €, précisera-t-il. Le plus beau coup des journalistes de la BBC aura lieu à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Là, ils vont réussir à rencontrer le président du comité olympique bulgare, dans un hôtel, lors d'un rendez-vous, toujours secret et toujours filmé en caméra cachée. Le président du comité olympique bulgare, c'est cet homme à la chemise blanche. Il est prudent et il ne parle pas. Dans la chambre d'hôtel, c'est un de ses amis qui explique que le président a beaucoup d'influence. Très vite, le président préfère s'esquiver. Et là, les choses vont devenir beaucoup plus claires. Le deuxième homme explique que le président est capable d'acheter les voix contre de l'argent cash.
and that's it. And then you will contact us and say where the money needs And to I go. will tell you exactly how much and where. Hier, avant même la diffusion de l'émission, dans une conférence de presse, le président bulgare, piégé par les journalistes, a rejeté en bloc toutes les accusations. Le CIO, le Comité international olympique, vient néanmoins de décider d'ouvrir une enquête. À 9 jours des JO d'Athènes, le CIO se retrouve donc au cœur d'un scandale et ce n'est pas la première fois que le Comité international olympique est accusé de corruption. Arnaud Miguet. 2002, Salt Lake City ou les Jeux du scandale. La capitale de l'Utah avait été finalement désignée parce qu'elle avait tout simplement acheté sa victoire auprès de certains membres du CIO. Au centre du scandale, Tom Welsh, président du comité de soutien de la ville, avait dépensé 1,5 million d'euros pour faire pencher la balance et obtenir les votes. Ce représentant congolais au CIO était un des seuls à témoigner en 1999. Il avait été invité avec certains membres de sa famille à se faire soigner, tout frais payé. Monsieur Tom Welsh est venu à Brazzaville. Il a vu ma belle-mère qui ne pouvait plus marcher. Nous avons un hôpital qui a inventé le genou artificiel dans le monde. Moi, je vais inviter la belle-mère pour qu'elle vienne se faire soigner à Salt Lake City. Résultat du scandale, 6 membres exclus, 4 démissionnaires sur les 124 que compte le comité. Juan Antonio Samaranch, le président de l'époque, avait promis de faire le ménage. Un comité d'éthique a été mis en place. Dans ce comité d'éthique, on retrouve quand même des personnalités sur lesquelles on peut espérer avoir confiance. Sur ces personnalités, nommées à l'époque par Juan Antonio Samaranch, on s'est appuyé pour redonner, si vous voulez, du lustre au comité international olympique. Et pourtant, il y a 2 mois, le vice-président du comité olympique, le coréen Kim Young-young, était condamné à 2 ans d'emprisonnement pour corruption. Météo France maintient pour cette nuit un bulletin d'alerte orange. 2 violents orages sont attendus dans les prochaines heures dans le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Alpes de Haute-Provence et la Corse. Attention donc, ils seront accompagnés de fortes pluies et localement de grêle pouvant provoquer des dégâts importants. Dans la journée déjà, les intempéries ont touché plusieurs secteurs viticoles. Le point avec Aurélia Guimin. Des blocs de glace en plein mois d'août. Les propriétaires de ces vignes ont encore du mal à y croire. On se croirait en hiver. Ça fait bizarre. On s'en est occupé et puis voilà. 4 ans de travail réduits à néant par un orage localisé mais très violent. Ces vignes ont été détruites en moins de 10 minutes. La moitié de ces 15 hectares sont touchés totalement. Et le reste en grande partie. Donc en gros, il y a 80% de la récolte qui est déjà partie. Même chose dans ce petit village de 220 habitants. À Vieux-Sang dans l'Hérault, 180 des 200 hectares de vignes ont été détruits en moins d'1 heure. Un désastre pour la commune qui tire l'essentiel de ses revenus de la viticulture. On a fait venir un conseiller agricole pour voir les traitements qu'il faut faire impérativement dans les 2 jours qui suivent et pour essayer de conserver une partie encore du vignoble qui, même s'il n'y en a pas trop, qu'on puisse quand même compter dessus. Les assurances ne couvrant que partiellement les dégâts viticoles, de nombreux vignerons du secteur avaient préféré ne plus assurer leur production. Aujourd'hui, il faudrait que l'état de catastrophe naturelle soit décrété pour qu'ils soient dédommagés. C'est une première en France. Le parquet de Lille vient d'ouvrir une enquête sur les dangers de la consommation d'alcool durant la grossesse. Au printemps dernier, une association avait déposé un recours pour manque d'informations sur les bouteilles d'alcool. Enquête Isabelle Quintard, Frédéric Capron. Steven souffre d'un retard scolaire important et de malformation du visage. Il est atteint de ce que l'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale. Sa mère, durant la grossesse, buvait 2 à 3 verres d'alcool par jour. C'est cet alcool qui a provoqué les malformations. Le pédiatre s'était rendu compte qu'il y avait une malformation au niveau bassin. Et bon, il m'a dit, avec l'âge, il va grandir. Et il y avait une malformation aussi aux questions à la poitrine. Et bon, c'est tout, il dit ça passera. Et il ne m'a même pas abordé le sujet sur l'alcool. Il ne m'a pas demandé si j'avais bu pendant ma grossesse, même pas.
Les mères dont les enfants souffrent de ce syndrome se sont réunies au sein d'une association Esper. L'avocat de cette association a déposé 3 recours devant le tribunal administratif concernant le manque d'informations sur les bouteilles d'alcool. Le parquet de Lille vient lui d'ouvrir une enquête préliminaire. L'étiquetage n'est certainement pas une fin en soi. Il faudrait véritablement que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème de santé publique, et ce d'autant que l'Académie nationale de médecine affirme que c'est la première cause de déficience mentale et d'inadaptation sociale en France, et que c'est une pathologie qui est complètement évitable. Il suffit pour cela de ne plus boire. Encore faut-il que les femmes enceintes le sachent. Dans cette maternité de Roubaix, on les informe et on les prévient. Pour l'alcool, il faut appliquer la tolérance 0. Et les effets sont manifestes autant au niveau du retard de croissance intra-utérin ou des problèmes de dysmorphie faciale, c'est-à-dire de malformation de la face, dès une consommation quotidienne de 3 verres d'alcool. Mais une cuite, une intoxication massive transitoire peut avoir également des effets très perturbants sur le développement neuropsychologique de cet enfant. Ce syndrome concerne 1% des naissances en France et cela représente 7000 enfants par an. Cette ouverture d'enquête intervient au moment où le monde viticole traverse une crise et demande notamment l'assouplissement de la loi E20. Aujourd'hui, les professionnels refusent l'idée d'une mise en garde sur les étiquettes de bouteilles et parlent plutôt de responsabilité individuelle. Pauline Revenat, Alain Location. Face à la crise du vin, les professionnels manifestent. Des parlementaires ont même proposé dans un livre blanc de modifier la loi E20 et de repenser la politique de prévention. Mais quand on aborde les dangers de l'alcool pour les femmes enceintes, l'un des auteurs de cette étude plaide non coupable. Si une Française me dit qu'elle estime qu'un apéritif pendant la grossesse représente un risque qu'elle peut courir, c'est une responsabilité personnelle. La plupart des spécialistes ne sont pas de cet avis. Le problème de la consommation d'alcool pendant la grossesse est une question de santé publique. Je ne peux pas comprendre comment dans ce pays aujourd'hui, une femme peut prendre une cigarette et lire sur le paquet qu'elle court des dangers et qu'elle peut boire tranquillement 2 anisés par jour alors qu'elle porte un bébé sans savoir qu'elle prend un risque. Aux États-Unis, à l'exemple des mentions figurant sur les paquets de cigarettes, les autorités ont imposé un étiquetage similaire sur les bouteilles de vin. Les femmes enceintes ne doivent pas boire d'alcool. En France, une sénatrice a proposé de mettre en place le même étiquetage, amendement rejeté. On m'a dit que le vin n'était pas de l'alcool. Alors ça, c'est quand même difficile à accepter. Dès qu'on parle de mesures de prévention et tout ça, attention, alors il y a des boucliers qui lèvent, attention, attention, il ne faut pas toucher au vin. Et je trouve que c'est lamentable, parce que la priorité, c'est d'abord la santé publique. À la Direction générale de la santé, on estime que l'étiquetage n'est qu'un élément de la solution. On parie plutôt sur les campagnes de prévention, car quels que soient les arguments commerciaux, le vin reste un alcool comme les autres. À noter que Charles Pasqua demande une nouvelle fois le dessaisissement du juge Courroy, l'ancien ministre mis en examen dans l'enquête sur un trafic d'armes présumé vers l'Angola, motive sa demande au nom, je cite, d'une bonne administration de la justice. Alors que les États-Unis respectent toujours un niveau d'alerte orange, la Grande-Bretagne, elle, a mené une opération antiterroriste. Hier soir, 13 hommes ont été arrêtés. 12 d'entre eux sont toujours interrogés par la police britannique. Correspondance Laurent Boussier, Paolo Pimentel. Voilà, prises par le téléphone portable d'un témoin, les images de l'interpellation en plein centre de Blackburn de 2 des 13 suspects arrêtés hier par la police britannique. Une opération antiterroriste d'envergure dans 4 villes différentes de Grande-Bretagne. 13 personnes d'origine pakistanaise âgées de 19 à 32 ans arrêtées et des perquisitions qui continuaient cet après-midi encore. Selon la police, ces hommes soupçonnés de préparer ou d'aider à la préparation d'attentats terroristes étaient sous surveillance depuis plusieurs semaines. En fin de matinée, un des suspects a été relâché alors que les 12 autres sont toujours interrogés par Scotland Yard dans 7 stations de police londoniennes. La police met les suspects sous surveillance. Elle note leurs contacts, puis quand la police juge le moment opportun, elle effectue un coup de filet. Même si certains des suspects sont relâchés, la police aura entre-temps recueilli beaucoup d'informations. Depuis 3 ans, plus de 600 personnes ont été arrêtées en Grande-Bretagne pour activités liées au terrorisme, mais la plupart ont été relâchées. En Grande-Bretagne, les services de sécurité qui réévaluent en permanence la menace terroriste ne passent généralement à l'action que sur la foi de renseignements crédibles et vérifiés. Cette fois-ci,
Il semble bien que ce soit des informations en provenance du Pakistan qui aient entraîné ces arrestations. En Irak, les autorités ont imposé le couvre-feu à Mossoul. Cette ville a connu, vous le voyez, des affrontements particulièrement meurtriers entre la police irakienne et la guérilla. 12 Irakiens ont été tués, 46 autres blessés. Dans le même temps, on a appris la libération de 6 otages, 4 Jordaniens et 2 Turcs. Les 4 Français anciens prisonniers de Guantanamo resteront en prison. La Cour d'appel de Paris a suivi les réquisitions du parquet général. Les 4 hommes avaient été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et puis un accident mortel aujourd'hui sur la rocade autour de Lens dans le Pas-de-Calais. 2 personnes sont mortes. Leur véhicule a été heurté de plein fouet par un poids lourd qui avait perdu sa remorque. Ce soir, 3 personnes sont toujours hospitalisées après la chute d'un ascenseur dans un immeuble du centre de la capitale. Les premiers témoignages parlent d'un appareil vieillot. Alors chaque année, 2000 accidents ont lieu dans toute la France. Et pourtant, il y a un an, les pouvoirs publics ont voté une loi pour renforcer la sécurité. Fanny Auvergne, Jean-Yves Blanc, Jacques Gérard. La cabine s'est écrasée après une chute de plus de 10 mètres. Hier soir, dans ce hall d'immeuble, 3 personnes prennent l'ascenseur pour se rendre au 5e étage, chez des amis. Arrivées sur le palier au moment d'ouvrir la porte, pour une raison encore inconnue, la cabine cède. Les voisins, alertés par le bruit, se précipitent dehors. C'est un grand bruit, vu que mon père n'était pas encore rentré, donc moi je me dis, je descends, on sait jamais. Et là, vous êtes descendu à ce moment-là? Oui. Là, il y a les pompiers, ils sont arrivés. Et après, on a vu les 3 victimes. Les 3 blessés souffrent de multiples fractures. Sur les lieux de l'accident ce matin, l'enquête a commencé. Le syndic a été entendu. Il assure que l'appareil était normalement entretenu. Il y a une étude de sécurité qui a été faite par l'ascensoriste en 2002 et l'ascenseur est tout à fait normalement suivi. En matière de sécurité, la réglementation est stricte. Tous les mois, les 420 000 ascenseurs de France doivent être visités par un technicien spécialisé. Une fois par an, un contrôle complet des systèmes de frein et du parachute, qui est un blocage mécanique, doivent être réalisés. Mais ces contrôles sont-ils bien assurés? Ces contrôles sont, on va dire, allégés. C'est des versions light, où on fait dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les bonnes, on fait des simulations qui ne sont pas tout à fait les bonnes simulations. Il y a 20 ans, à peu près, un technicien contrôlait 80 appareils dans le mois. Aujourd'hui, il est à 100, 120, ça dépend de la taille des appareils. Votée en 2003, la loi Robien prévoit de renforcer les contrôles indépendants. Mais faute de décret, elle n'est toujours pas appliquée. Le parc d'ascenseurs français est le plus vieux d'Europe. 60% des cabines ont plus de 20 ans. La présence de légionelles a amené la préfecture de la Gironde à fermer les tours réfrigérantes de l'hôpital d'Arcachon. Les professionnels de santé sont appelés à faire preuve d'une vigilance particulière, même si pour l'instant aucun cas de légionellose n'a été détecté. Il avait eu le courage de témoigner. Aujourd'hui, sa vie est un calvaire. Un gardien d'immeuble de Savigny-le-Temple est constamment menacé de mort. En mai dernier, il avait aidé les enquêteurs à retrouver les auteurs du meurtre d'un père de famille. Depuis, sa vie est brisée. Amaury Guibert, Anthony Massot. L'émotion de tout un quartier. Ils sont des centaines ce jour-là à rendre hommage à Patrice Cambron, tué à coups de barre de fer après avoir voulu récupérer un vélo qu'on lui avait volé. 15 jours après les faits, l'enquête piétine et les proches de la victime lancent un appel pour briser la loi du silence. J'appelle tous les témoins qui ont vu cet acte criminel à témoigner, à faire un acte de civisme afin que toute la vérité soit faite et que la justice puisse passer. Certains ont déjà témoigné, un gardien d'immeuble notamment. Depuis, il a quitté le quartier, impossible de faire autrement, comme l'explique une voisine qui a souhaité garder l'anonymat. Il a eu plusieurs menaces de mort, lui, sa femme, ses 2 enfants. Donc il a préféré s'éloigner tout de suite, vraiment partir dans la précipitation pour ne pas lui avoir des problèmes, parce qu'il a eu vraiment des menaces. Menaces proférées par des proches des 4 personnes mises en examen dans l'affaire, qui ont reconnu le gardien lorsqu'il est venu témoigner au commissariat. Aujourd'hui, l'homme est en dépression, loge depuis 3 mois à l'hôtel, une situation dénoncée par son avocat. Il l'aurait fait ce pas, il l'a fait, et ce sera à refaire, il le referait, mais il paye très cher parce que matériellement, psychologiquement et intellectuellement, rien n'est fait pour aider ce genre de personnes. Et dans une lettre adressée au garde des Sceaux, l'épouse de la victime s'étonne elle aussi de cette situation. Avec ces mots, je constate que quelqu'un qui fait son devoir de citoyen n'a aucune reconnaissance.
Oui, cette affaire illustre la difficulté à protéger les personnes qui témoignent dans le cadre d'une enquête. Depuis 2 ans, la loi prévoit pourtant un certain nombre de mesures pour assurer la discrétion. Mais dans la réalité, cette loi a encore bien du mal à être appliquée. Agnès Gardet, Bruno Giraudon. 14e arrondissement de Paris au printemps dernier, en plein jour, sous les yeux d'une dizaine de témoins, un jeune homme de 22 ans est poignardé mortellement, victime d'un règlement de compte entre bandes ennemies. Les secours sont aussitôt alertés par 15 appels anonymes. Contactés ensuite par les services d'enquête, ces personnes font profil bas, rien vu, rien entendu. Les uns ne veulent pas passer pour des balances, les autres craignent des représailles. Cela s'appelle la loi du silence. Dans certains quartiers, il est impossible d'avoir un comportement civique, entre guillemets. Même pour certains quartiers, il est impossible d'aller au commissariat sans être soupçonné d'aller dénoncer quelque chose. Et vous avez des gens qui n'osent pas porter plainte, même pour des dégradations, parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme étant des amis de la police. Donc on a vraiment un poids, une omerta. Protéger les témoins, la loi le prévoit dans certains cas. Crime ou délit passible de 3 ans de prison. Là, les témoins peuvent collaborer avec la police anonymement, sous X. Identité camouflée, adresse inconnue. Bref, impossible pour le suspect de remonter à celui ou celle qui l'a fait tomber. Une nouveauté en France à laquelle on a encore peu recours, d'autant que certains magistrats redoutent les dérapages. Imaginez que tous les témoins puissent être anonymes, n'importe qui va pouvoir aller accuser son voisin de n'importe quoi, c'est extrêmement dangereux. En Italie, outre la loi sur les repentis qui permet à certains mafieux de dénoncer leurs frères d'armes contre une remise de peine, le code pénal prévoit lui aussi le témoignage anonyme. Mais l'institution judiciaire en est revenue car le nombre de dénonciations calomnieuses avait explosé. Le tribunal administratif de Toulouse vient de donner raison au maire de Bax qui avait pris un arrêté anti-OGM. Le tribunal justifie cette décision en parlant de risques de pollution pouvant affecter l'agriculture biologique. Sophie Mézel. Il a obtenu gain de cause. Le tribunal administratif de Toulouse vient de donner raison au maire de Bax qui avait en mai dernier pris un arrêté interdisant toute culture d'OGM dans sa commune. 3 agriculteurs biologiques sont en effet installés sur ces terres. Or, le label bio impose la pureté totale des cultures, pureté qui aurait été compromise par la présence d'OGM. Pour le maire, sa victoire n'est qu'une étape de son combat. On a gagné en ce qui concerne l'agriculture bio, mais il y a plein d'autres choses ici. Par exemple, dans le Volvest, il y a beaucoup de labels, d'AOC, des gens qui ne sont pas forcément en bio, mais qui veulent défendre aussi une qualité de produire. Et ceux-là, ils ont les mêmes droits que les bio. Hein. Ils ont le droit de dire non aux OGM. Une vingtaine de maires de Haute-Garonne ainsi que des militants anti-OGM étaient venus hier à l'occasion de l'audience soutenir Philippe Bedel. Selon son avocate Corinne Lepage, pour qui plus d'1 millier de maires ont déjà pris des arrêtés de même nature, ce jugement confirme 2 décisions précédentes, donnant raison aux maires. Une partie du téléphérique de l'Aiguille du Midi sera fermée pendant tout le mois d'août. Lundi soir, un incident technique a sérieusement endommagé les infrastructures. Dans la vallée de Chamonix, les professionnels du tourisme s'organisent donc pour réorienter les vacanciers quelque peu dépités. Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Les orages du mois d'août et le premier tronçon du téléphérique de l'Aiguille du Midi qui ne fonctionne plus, il y a des journées que les touristes et les commerçants de Chamonix aimeraient ne pas avoir à vivre. Habituellement, au plus fort de l'été, 4000 personnes jour venues du monde entier montent à l'Aiguille du Midi pour admirer le paysage. Depuis hier, c'est portes closes, de quoi être déçus. On avait l'intention de rester ici 2 ou 3 jours, le temps de, comme on est en camping-car, hein, le temps de monter au pic, de voir ce qu'il y avait aux alentours, donc on est déçus de ne pas pouvoir monter là-haut, quoi. J'avais prévu de monter, je viens de loin, mais c'est cassé, c'est dommage. C'est dommage. C'est une erreur humaine qui, semble-t-il, est à l'origine de l'accident. Un frein qui n'est pas actionné, c'est une benne de service qui s'écrase. Entre les expertises et les réparations à effectuer, la réouverture du téléphérique n'est pas prévue avant septembre. Un coup dur pour les commerçants, août est le mois à ne pas rater. Pour nous, c'est vraiment le plat de la saison. Surtout la première quinzaine comme ça du mois d'août, c'est vrai que c'est là où on travaille le plus, que ce soit en terrasse, sur les ventes à emporter, en self-service. Pour les responsables touristiques, il faut maintenant faire face à la déception des visiteurs. L'Aiguille du Midi est fermée, mais il y a tout le reste, la mer de glace, le Brévent et les autres randonnées. Il y a toute la découverte de la montagne, toute la découverte de Chamonix, tous les avantages de Chamonix, toutes les alternatives que Chamonix constitue ce plaisir de venir à Chamonix. Effectivement, l'Aiguille du Midi est un fleuron, et ce fleuron est un peu endommagé pour le moment.
Suite à une rupture de câble, le téléphérique avait déjà fermé du 10 mai au 10 juillet. Il n'aura fonctionné que 3 semaines. La traque au loup a commencé depuis 2 nuits à Pierre-Laye dans les Alpes-Maritimes. Personne n'a vu la bête, mais les bergers l'accusent d'être responsable de plusieurs attaques de troupeaux. Il y a 10 jours, le ministre de l'écologie avait autorisé l'abattage de 4 loups dans le sud-est. Frédéric Monteil. Équipé comme un tireur d'élite, avec un fusil capable de faire mouche à 400 mètres. Depuis 2 jours, l'Office national de la chasse a déployé 2 agents spéciaux. Leur mission, abattre un loup sans état d'âme. On le fait parce que c'est notre travail, on a une obligation de neutralité, un devoir d'obéissance, mais on n'est ni fier ni particulièrement choqué d'avoir à effectuer ce travail. On obéit à des décisions gouvernementales et préfectorales. Leur mission commence dès les premiers rayons du soleil. Et le lieu ne doit rien au hasard. Dans ce massif des Alpes-Maritimes, près de Nice, les bergers ont compté 5 attaques, 50 moutons sont morts. Pour réussir, les 2 agents comptent sur leur patience et leur discrétion. On ne fume pas, on ne mange pas, on reste immobile. À peu près, on est en poste à 3h30, 4h du matin jusqu'à 10h. On ne l'a pas appâté parce qu'on pense que ça ne marchera pas, dans la mesure où il y a beaucoup de proies sauvages, surtout dans et aux abords du parc national du Mercantour. Nous, on a misé sur le passage d'un loup. En fait, on l'attend, on le traque pas. Pour l'instant, les 2 agents restent bredouilles, aucun loup à l'horizon. L'animal est souvent décrit comme craintif, furtif, presque insaisissable. Il y a 3 ans, 30 gardes suisses avaient mis 3 mois pour en abattre un seul. Les dates d'ouverture de la chasse publiées au journal officiel, c'est la journée du 28 août qui a été retenue pour les canards. Pour les oies, les tirs seront possibles dès le 7 août sur le littoral et le 28 août dans les autres zones humides. La Fédération nationale des chasseurs se dit déçue par cet arbitrage du ministre de l'écologie. En football, c'est presque le feuilleton de l'été. Raymond Domenech ne ménage pas ses efforts pour convaincre les anciens de rester chez les Bleus. Aujourd'hui, il était donc à Madrid pour un déjeuner avec Zidane. Il a dû être convaincant car Zidane s'accorde un nouveau délai de réflexion. Manuel Tissier, Anthony Masto. Zidane court toujours avec le Real Madrid et peut-être encore un peu avec l'équipe de France. C'était ce soir à l'entraînement des Madrilènes et Zizou n'a encore pas levé le suspense sur son avenir en bleu. Sur son site internet, le Français évoque son déjeuner d'aujourd'hui avec le sélectionneur et il n'a toujours rien décidé. On a discuté, il m'a fait part de ses arguments, il va falloir un petit peu de réflexion. Je me donne simplement une semaine d'août pour annoncer ce que sera fait mon avenir avec l'équipe de France. Zidane donnera à coup sûr sa réponse avant le 4 septembre, date du premier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006. Mais Raymond Domenech est peut-être en train de réussir sa mission de sauvetage des grands anciens. Après Lizarazu hier, Zidane repousse de quelques jours l'annonce d'une retraite que l'on croyait certaine. Comme Barthez, Zidane et Lizarazu ont peut-être encore envie de prendre un peu de plaisir en bleu et d'en offrir. Toujours en football, à noter que Lille vient de se qualifier pour l'une des 3 finales de la Coupe Intertoto. À 9 jours de la cérémonie d'ouverture des JO, le personnel hôtelier s'est mis en grève aujourd'hui à Athènes. Les salariés veulent obtenir de meilleures conditions de travail et de rémunération. Leur direction parle de chantage, d'autant que les hôtels sont loin de faire le plein. Beaucoup de touristes ont préféré éviter la capitale grecque cette année par peur de la foule. Cette année à Athènes, plus de 300 médailles d'or seront décernées. En plus d'un siècle d'existence, les JO ont vu triompher de grands champions. Westmuller, Lewis et bien d'autres, des noms qui résonnent encore. Des champions au destin parfois tourmenté. Nicolas G, Alain Vernon. Westmuller est heureux de revoir Paris et surtout de pouvoir nager à Molitor. Vous allez d'ailleurs pouvoir juger qu'il est le plus merveilleux nageur qu'on ait jamais vu. Johnny Westmuller est l'idole du début du siècle. À Paris en 1924, l'Américain est le premier à nager le 100 mètres en moins d'1 minute. Après avoir fait la loi dans la jungle des bassins en remportant 5 médailles d'or, le nageur jouera Tarzan au cinéma. Johnny Weissmuller, à mon avis, est le premier sportif, le premier champion olympique à véritablement devenir une très très grande star. Il a un destin à l'américaine. Jesse Owens, lui, a marqué l'histoire du sport moderne. Berlin 1936, l'Américain remporte 4 médailles d'or, dont le 100 mètres, lors des Jeux organisés par l'Allemagne nazie. Un sourire et un symbole.
Lors de ces Jeux censés prouver la supériorité de la race aryenne, un athlète noir triomphe. À la longueur, il bat même le champion allemand Louis Long, qui deviendra son ami. Lui donnait l'impression de souffrir à chaque foulée. Pourtant, Emil Zatopek a tout gagné. 4 médailles d'or et notamment le marathon aux Jeux d'Helsinki en 52. Stakhanovic de l'entraînement, cet ancien ouvrier tchèque a révolutionné les méthodes de préparation. Pour son engagement lors du printemps de Prague en 68, il sera déporté, lui, le héros du peuple. 3 ans de mine de sel. De mine de sel. M'a montré ses mains, moi. Ils lui ont donné une caisse comme ça avec des outils pour l'humilier. Pour l'humilier. Autre destin, autre succès. 7 médailles d'or et 7 records du monde. En 72 à Munich, l'Américain Mark Spitz réalise un exploit inégalé depuis. Mais le plus grand champion du siècle, c'est Carl Lewis, un athlète d'exception et un palmarès unique. 10 médailles, dont 9 en or. 1984, Los Angeles, ce gamin de 22 ans remporte le 100 mètres, puis le saut en longueur. L'Américain prend son envol, il remporte 4 médailles d'or dans les mêmes Jeux, comme Jesse Owens avant lui. Des Français ont marché sur les traces de ces champions. Mimoun, Douillet et Pérec se sont eux aussi couverts d'or. D'autres rêvent désormais de les imiter. Cet été, pour les vacances, une jeune femme a trouvé un moyen original pour gagner un peu d'argent. Elle s'est acheté un bateau pneumatique et tous les matins, bien très simplement, elle livre le pain aux plaisanciers. Nathalie Jourdan, Frédéric Serrulli. Elle s'annonce délicatement. La boulangère n'est pas poissonnière. À cette heure, les plaisanciers sont encore couchés. Le miracle des petits pains, avec Betty, c'est tous les matins. Ça change parce que chez moi, je mange pas ça des fois. Mieux qu'à la maison, cette saison en baie de Cannes, les croissants passent à l'abordage. Autorisation municipale en poche, la gondolière boulangère sort les vacanciers de la galère. On a des choses fraîches, on a des frigos à bord, mais le pain fraîche, ça on n'a pas. Ça c'est ça qui manque. 1,50 € le pain au chocolat, c'est le prix à payer pour éviter ce qui, même sans charentaise à enfiler, reste une corvée. Fresh news. Pour accompagner la baguette, des nouvelles tout aussi fraîches. 5 ans qu'ils vivent sur ce voilier et c'est bien la première fois qu'on leur livre le journal en Méditerranée. On va dans tous les ports, on ne sait pas où l'acheter. C'est super que ce soit le journal qui vienne à nous. Le petit cadeau, c'est pour les habitués en attendant le retour sur investissement. Les échanges que j'ai avec les bateaux et les échanges que j'ai avec la mer aussi, ça c'est important, puisque je navigue tous les jours, je suis tout le temps sur l'eau. Voilà, ces instants-là, ça me porte. Hôtesse des mers, certes, elle n'en a pas rêvé toute sa vie, mais c'est bien ainsi qu'elle compte la gagner aujourd'hui. La ville de Périgueux est en ce moment le rendez-vous incontournable du mime avec le festival Mimos. Fait surprenant, aujourd'hui, les mimes utilisent la parole dans leur spectacle. David Bazier, Bernard Bonarme. Pour les chiens de Périgueux, le nouvel ennemi perché comme un chat, haut sur pattes comme le facteur, c'est le mime. D'accord, ceux-là sont de lointains cousins du mime Marceau, mais justement, c'est l'objectif du festival, montrer toute l'évolution de cet art, quitte à ce que Marceau fasse les gros yeux. À la fois, c'est le monde de la chirurgie et un extraterrestre. Au début des temps, le mime était tout nu. Le règlement strict, pas d'accessoires, que de la gestuelle. Du coup, l'art se figea. Le mime sombrait dans un train-train quotidien. Le festival Mimos, lui, déchire le règlement, habille le mime et du coup, surprise. Le mime n'explique plus la parole. C'est Marceau qui a choisi de ne pas parler sur scène. Mais aujourd'hui, l'important pour le mime, c'est que le corps soit prédominant. Mais peu importe s'il y a du texte, de la musique ou du chant. Et de la vidéo, pour renverser les perspectives, corps réel couché, debout sur l'image, le mime se mime lui-même. C'est à la portée de tout le monde, dans le sens où c'est un dispositif assez simple finalement. C'est juste une caméra et à partir de là, c'est juste un renversement des perspectives. Mime touche à tout, mime en toute liberté dans les rues. Certains rient jaune, d'autres comme des baleines de ce langage universel.
Tout le monde les regarde, justement, parce qu'ils ne parlent pas. Cela se regarde facilement, sans écouter. On comprend tout ce qu'ils font. Le soir venu, c'est le grand final. Le peuple des mimes libérés invente une machine des temps modernes. D'accord, là-haut, le mime d'avant paraît bien loin, mais il nous laisse encore la poésie de sa silhouette. 22 ans après le succès de La Balance, le réalisateur Bob Swaim signe une comédie intitulée Nos amis les flics, l'histoire d'une bande de gangsters à la petite semaine, interprétée par une belle brochette d'acteurs, Isabelle Bechler. Quand quelques bras cassés à motocrotte se retrouvent autour du butin après le casse de la banque du coin, ça casse le moral. Et vous n'avez pas des gars à fréquenter les musées? Donc, je me suis dit, il faut que je les aide. C'est un petit peu la nana qui dirige un petit peu tout, un petit peu manipulatrice, un petit peu tout ça. Mais oui, c'est vrai que si j'étais pas là, ça marcherait pas. Bon les gars, on y va? Les machos losers sauvés par leurs copines doivent jouer les flics pour leur prochain larcin. Rafraîchissant. Ce film est un petit peu au cinéma ce qu'un ventilateur était à la canicule. Il va distraire, il va rafraîchir et il nous fait du bien, voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent? Eh vas-y, double. Les malfrats se délectent bien sûr dans le contre-emploi. Ils s'y vautreraient même franchement. Et ils portent leur uniforme comme une seconde peau. Comme j'étais que adjoint de sécurité, j'avais le droit de me tromper. Moi j'ai tout de suite trouvé mes marques, c'est l'instinct sans doute. Pendant ce temps, le caïd du coin passe à l'action. Eh, regarde la banque. Vous travaillez pour vous, pour Petronov? Petronov. Tu l'as dit? Oui, ça va, j'ai compris. Bob Swaim, le réalisateur, a trouvé le rythme et l'humour d'une comédie où leur uniforme donne des ailes aux pieds nickelés du braquage et où tout le monde en perd son latin. C'était un témoin de tous les grands événements du XXe siècle. Le photographe Henri Cartier-Bresson est décédé à l'âge de 95 ans. Jacques Chirac salue le créateur à l'œil incomparable, Abdel Mostefa. Avec un regard comme celui-là, on se doute bien qu'il a dû en voir. Lui, en revanche, n'aimait pas être vu. Vous ne verrez pas son visage, car il n'aime pas qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres. Chasseur d'images infatigable, Henri Cartier-Bresson a traîné aux quatre coins du monde son appareil photo légendaire, son Leica. Avec d'autres grands noms de la photographie, il fondera l'agence Magnum en 1947. Témoignage d'un compagnon de route. Il est aux aguets, il regarde et il dit très souvent ce qui compte c'est l'œil. Moi j'ajouterais les pieds, les souliers, ressemblent à des pas de danse pour avancer, reculer, pour trouver le bon point de vue. Premier derrière le mur de Berlin ou dans la Chine communiste, Henri Cartier-Bresson a toujours été là où il fallait, au bon endroit et au bon moment aussi. Celui où il faut déclencher, celui de l'instant parfait. Le moment juste, oui, mais l'émotion qui a déclenché sa main, la photographie c'est la main, il l'a expliqué, et la main déclenche au moment où l'émotion est juste. Il aurait pu être peintre, réalisateur de cinéma, il a choisi la photo avec talent et modestie, avant de se tourner vers le dessin. Le dessin, ça prend du temps, puis j'aime beaucoup écrire, mais ça prend du temps, il y a une méditation. Dans la photo, il n'y en a pas. Bon. C'est ce que disait De Gaulle. Visez juste, tirez vite et foutre le camp. Il y a une trentaine d'années, Henri Cartier-Bresson avait foutu le camp du monde de la photo. Il avait laissé tomber la péloche pour le pinceau, comme pour habituer le XXe siècle à la perte d'un certain regard. À la recherche des petits coins de paradis secrets, Muriel Lassaga et Nicolas Auer nous emmènent ce soir non loin de Rocamadour, dans le Lot. Une balade le long de l'Huisse, une petite rivière perdue au fond d'une vallée. Dans le pays, ils l'appellent l'Ouïs, rivière perdue au cœur du Quercy, proche de Rocamadour et pourtant si loin de son agitation estivale. Hubert est un gars du coin. L'Ouïs, il l'a toujours connu, ne l'a jamais quitté. Alors vous pêchez? Mais alors j'aime le poisson, mais j'ai pas la patience. Alors quand si vous essayez de pêcher, j'ai accroché une branche de l'herbe, alors ça
C'est pas mon affaire. Alors qu'est-ce qui vous plaît sur cette rivière? Ah, moi c'est bon, il faut le prendre en barque, et puis le plaisir de boire de l'eau, le bruit de l'eau aussi. Le bruit de l'eau et le tic-tac du moulin. Car sur les rives de Louis, Hubert fait visiter ce moulin à blé presque intact depuis le XIIIe siècle. Bon, il est resté avec les vieilles pierres, il n'y a rien qui dit que ça a été restauré. Il est pratiquement comme à l'état où il était quand il a été construit, quoi. J'ai appris comment on faisait de la farine. Vous ne le savez pas? Non. Je savais qu'il y avait un moulin, mais je ne savais pas vraiment comment ça marchait à l'intérieur. Des moines ont construit cette merveille comme une forteresse. Pour protéger la farine, aussi précieuse que l'or, des meurtrières, des murs d'1,50 m d'épaisseur et la rivière, un fossé naturel. Depuis le moulin, c'est cette rivière que l'on peut suivre le long d'un sentier pédestre. En remontant vers le nord, entre Chêne et Cigales, le promeneur arrive cette fois-ci devant les grottes de la Cave. On plonge alors dans les entrailles de cette terre rocailleuse. Et voici ce que le temps et l'eau ont ciselé. Des stalactites, des draperies, vieilles de 4 à 5 millions d'années. C'est hors du commun, c'est hors de l'entendement, je crois. C'est un voyage sous terre qui change un peu la vision qu'on a tous les jours. Et vous êtes venu pour ça, pour les grottes? Ah oui, oui, pour les grottes, et puis pour voir le pédage, pour déguster de foie gras, et puis voilà. Au fil de l'eau, d'autres viendront jeter leurs premiers cailloux. Hubert, lui, ne quittera jamais son petit paradis. Il sait bien qu'il n'en existe pas beaucoup sur Terre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h55, FBI porté disparu. 0h45, le dernier journal vous sera présenté par Eve Mété. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Michael Darmon recevra Nicolas Dupont-Aignan, député UMP de l'Essonne. Et l'on se quitte sur ces images du Stade de France qui, pour la période des vacances, s'est transformé en centre de loisirs. Plage de sable fin et piscine accueillent les amateurs de beach volley, de planche à voile, de kayak, mais aussi de pétanque. Les vacances en ville ont finalement du bon. Excellente soirée sur France 2, à demain.